Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonjour. Je ne sais pas à quel moment vous allez découvrir cette vidéo. Donc, on reprend nos bonnes habitudes avec les En Bref. Vous le savez, ces petites émissions comme ça avec Eric. Bonjour Eric. Merci. Bonjour Stéphane, et puis Hein, bonjour Laurent et bonjour Virginie. bonjour. Voilà, et tout ça et tout. Bon, ben, on va savoir effectivement qui sont Laurent et Virginie, nos invités surprises à cette émission-là. Eric, en deux mots, pourquoi tu as souhaité que donc l'association des anciens élèves de l'IRA soit interviewée, vienne sur notre plateau en quelque sorte pour cette émission? Dis-moi. Parce que je les ai rencontrés comme association d'anciens élèves, et des associations d'anciens élèves, il y en a plein qui font du lobbying, de l'aide aux anciens élèves assez classiquement, hein. Pour le lobbying, on pense à quelques associations bien connues. Et puis j'ai été surpris de les voir super dynamiques. Ils font plein de trucs, ils font des activités festives connues, reconnues et plutôt chic. Mais j'ai été très surpris par leur implication dans la formation, l'aide au concours, l'aide plus classiquement aux personnes qui sont leurs adhérents. Et puis, je me suis rendu compte, en discutant avec eux, que finalement, on a beau être tous dans le même monde public, dans mon cas depuis très longtemps, finalement, on ne connaît pas si bien que ça le fonctionnement des IRA. On rencontre des cadres de l'État ou territoriaux qui sont passés par les IRA, mais finalement, on parle rarement de cette formation initiale et de ce qu'elle a apporté et de ce qu'elle peut avoir aussi de différentes d'autres formations. Et je me suis dit, parlons-en avec ceux qui en parlent le mieux, c'est-à-dire eux. Voilà. Bon, moi je me tais, j'ai plus grand-chose à dire, mais c'est eux. Et puis toi, Stéphane, je ne C'est veux un pas te couper la effort, c'est un parole, terrible mais à effort. vous la passe. Merci. Terrible effort pour Eric Landau de se taire pendant quelques minutes. Non, je plaisante, bien sûr, je te chante comme d'habitude. C'est très Juste bien. une question simple, Laurent Bourgna, vous êtes, et Virginie Gendouze, donc président effectivement de cette association. Euh, le titre est un peu à rallonge quand même. C'est quand même pas évident, quoi, hein, si on a eu des problèmes d'orthophonie quand on était petit, il veut dire quoi, cet acronyme, ce sigle? Seul l'acronyme est un peu complexe. Le nom, lui, est très évocateur. Et merci à tous déjà de nous donner l'opportunité de parler des IRA. C'est avec grand plaisir qu'on se prête à l'exercice. AEIRA, tout simplement, c'est l'acronyme d'Association des anciens élèves des IRA. Il y a 5 IRA à Bastia, Lille, Metz, Nantes et Lyon. Et donc, il fallait un nom aussi qui puisse représenter, j'allais dire, la diversité de ces écoles. D'accord. 5 écoles, donc, Virginie, je sais pas, vous, Laurent, vous étiez où? Vous avez fait quelle école de Alors votre moi, j'étais côté? à l'IRA de Bastia, dont je suis Bastia, sorti en 2014. 2014, Virginie? Et moi, originaire du Grand Est, j'ai fait l'IRA de Lille, de Metz, pardon. SMS, ouais, tout à fait. Très bien. OK, donc bon, on s'y répartit. On y rentre de quelle manière et avec quel bagage avant? Je veux dire, on arrive avec quoi? Du bac plus combien pour franchir les portes des IRA? Il y a la théorie et la pratique. La théorie, c'est qu'on peut présenter le concours des IRA à partir du moment où on dispose d'un bac plus 3. La pratique, c'est que la plupart aujourd'hui des lauréats de ces concours, parce qu'en réalité, il y a plusieurs concours, là aussi on aura sans doute l'occasion de s'en dire un mot, ont plutôt un bac plus 5, avec des formations qui peuvent être assez diversifiées. On a des personnes qui sortent d'instituts d'études politiques, on a des lauréats qui viennent de facultés de droit, certains viennent de facultés d'économie. Donc il y a une diversité de profils à l'entrée, sans compter les lauréats des concours internes et des troisièmes concours qui, eux, ont une vie d'avant, un parcours professionnel. Et c'est aussi d'ailleurs la richesse de la formation à l'IRA, c'est la possibilité de rencontrer des gens qui ont des parcours antérieurs très différents du vôtre et de se confronter à des réalités qui ne sont pas forcément celles que vous avez connues avant d'entrer à l'IRA. D'accord. Il y a un côté, c'est quoi? C'est des promos de combien d'élèves et combien de temps ça dure, cette affaire-là? Virginie, par exemple. J'ai oublié de vous demander, Virginie, quel était votre titre à l'association? Je veux dire, vous êtes Euh, quoi précisément? alors peut-être pour faire simple, je suis responsable égalité des chances et OK, valorisation des métiers du service public et des concours. d'accord. Et peut-être pour compléter sur le concours d'entrée aux IRA, il faut une licence pour le concours externe, mais pour le concours interne, il faut avoir 4 ans de service public. La licence n'est pas obligatoire. Et pour le troisième concours, il faut pouvoir justifier de 5 ans de service privé. Licence non obligatoire non plus. D'accord, très bien. Alors, on le voit à travers donc
cette vision. On voit ministère des Armées dans votre signature en bas. Donc on sait d'où vous êtes et d'où vous venez. Vous, Laurent Borgnas, vous travaillez où précisément? Alors, sur mon temps libre associatif, je m'adonne au plaisir des RH à la Direction générale du Trésor, donc au sein Ouais, des très bien. ministères économiques et financiers. D'accord. Alors, ce qui est extraordinaire, vous pouvez répondre tous les deux, c'est que quand on rentre à l'IRA, on a une petite idée derrière la tête, mais est-ce que, je sais pas moi, vous aviez cette idée de travailler plutôt pour l'État, en ce qui vous concerne, tous les deux, ou une collectivité? Et est-ce que ces désirs se transforment au cours de la formation? Est-ce qu'on se dit, tiens, c'est vachement sympa de travailler aussi dans des collectivités? Enfin, voilà comment, dans l'hôpital, bien entendu, on prépare aux trois fonctions publiques. Alors, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que lorsqu'on sort de l'IRA, on sort forcément au sein de la fonction publique d'État. Ce qui D'accord. n'empêche pas, au gré du parcours professionnel, d'aller découvrir les métiers, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. Mais à la sortie de l'IRA, on est dans la fonction publique d'État, ce qui ne veut pas forcément dire qu'on travaille dans un ministère en administration centrale. On peut effectivement rejoindre un ministère, c'est le cas de Virginie ou de moi-même, mais on peut aussi travailler dans une administration territoriale, préfecture notamment, mais pas que, hein, les directions régionales sont également partie prenante, ou dans un établissement scolaire, puisqu'on a également beaucoup de gestionnaires de collèges ou de lycées qui sortent des IRA. Donc ça, c'est important peut-être de le préciser. D'accord. Virginie, rien à ajouter là-dessus? Sur l'idée comme ça de. Mais je pourrais ajouter que si effectivement au cours de la formation on peut changer d'avis, en tout cas sur la formation que j'ai passée, à laquelle j'ai été intégrée en 2017, on avait le choix entre ces trois univers professionnels. Et moi, j'étais pas du tout partie pour aller en administration centrale. Je voulais rester en service déconcentré dans ma région. Et l'opportunité s'est présentée pendant l'année de formation. Et finalement, oui, on peut changer d'avis, on peut ouvrir son champ des possibles aussi et D'accord, découvrir de d'accord. Mais Et alors, je me oui, permets Laurent? peut-être un complément, Stéphane, là-dessus. Ça me permet quelque part aussi de dire un mot de l'actualité des IRA. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que Virginie, comme moi-même, avons connu un format de scolarité au sein des IRA dans lequel nous avions la possibilité de faire des stages, qui étaient une partie de la formation initiale et qui nous permettaient de découvrir un ou des environnements professionnels et d'affiner notre réflexion. D'accord. Depuis 2019, il y a eu une réforme des IRA qui avait conduit à la disparition de ce stage, ce qui n'était pas d'ailleurs sans susciter des interrogations sur cette capacité de projection dans un environnement professionnel qui était quand même assez largement méconnue par une partie des lauréats du concours. Le stage va revenir. Un ajustement de la réforme de 2019 a été prévu par la Direction générale de l'administration et de la fonction publique, avec un nouveau format, j'allais dire, de scolarité à partir de janvier 2025. Et donc, les élèves des IRA vont de nouveau avoir la possibilité de faire des stages, de faire un stage en tout cas, pendant leur formation initiale, et donc de réfléchir de façon plus incarnée sur le choix du premier poste. Est-ce que l'on vous forme dans les IRA? Moi, Eric, s'il me sollicite, c'est pour poser des questions un peu trash, sur la technocratie. Est-ce qu'on vous prépare à répondre à ce flot de questions d'idiots, de béotiens qui comprennent rien, et cetera, et qui disent: «Ah, les technocrates, tout le malheur repose sur leurs épaules», et cetera. Qu'est-ce que vous en pensez de ce débat global qui anime un petit peu notre société? Si je peux commencer à répondre, je dirais que non. Là, en tout cas, à l'IRA, on nous forme vraiment sur des compétences généralistes, assez opérationnelles pour nous permettre de prendre nos postes facilement lors de l'affectation. Après, on nous apprend, disons, la culture administrative des différents environnements dans lesquels on peut évoluer. Et j'appelle pas ça un discours technocrate. Bien sûr, bien entendu. Non, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe, forcément, vous n'êtes pas hors sol. Vous vivez, On heu aura une autre vision.
Ouais, Non, mais je crois que derrière votre question, Stéphane, il y a un enjeu plus global, en fait, qui aujourd'hui est à l'esprit de beaucoup d'attachés d'administration. C'est une forme de fonctionnaire bashing qui peut revenir de façon assez régulière, parfois de manière fondée. Je crois que les services publics méritent toujours de se poser la question de leur optimisation, parfois de façon plus injuste. Et derrière, la question qui se pose peut-être, c'est comment donner une vision plus incarnée des métiers du service public, comment donner à des gens qui peuvent être éloignés de la sphère publique une vision différente de la vision technocratique qu'on peut parfois en avoir. Et je crois qu'au travers du récit que ceux qui font vivre le service public, c'est-à-dire ces agents, peuvent faire, on peut atteindre au moins en partie cet objectif qui est de démontrer l'utilité des métiers, l'utilité des actions qui sont entreprises quotidiennement par les agents. Et je crois que c'est important à la fois en termes d'attractivité pour la fonction publique, en l'occurrence pour les IRA et pour le corps des attachés d'administration, mais c'est important pour les agents eux-mêmes, parce que la question du sens dans le travail, c'est une question, je crois, qui aujourd'hui structure beaucoup de réflexions, et peut-être a fortiori dans le service public, où beaucoup s'engagent au départ avec l'idée de donner du sens aussi à leur parcours professionnel. Et donc, se reposer, y compris en cours de parcours, cette question-là me paraît important à la fois pour soi-même et pour donner envie et donner à voir à ceux qui pourraient un jour souhaiter rejoindre le service public. Il y a 5000 adhérents, d'après ce que j'ai pu comprendre, à peu près, dans l'association qui est là-bas? Un peu moins? Un peu moins, il y a de l'inflation en ce moment, alors bon, mais Ouais, non, d'accord. on approche les 2000. On approche des 2000, pardon, mais il existe, c'est ça, un fichier d'anciens, enfin voilà, voilà, d'anciens élèves de l'IRA. Donc, il y a potentiellement 3000 adhérents qui pourraient vous rejoindre. Est-ce que entre vous, il vous arrive effectivement, dans les moments d'échange, d'aborder ces questions-là, cette manière finalement de rendre cette fonction publique plus accessible à la compréhension du vulgum pecus? Alors, je me permets de prendre les devants, ne serait-ce que par le fait que le poste qu'occupe aujourd'hui Virginie au sein de l'association est une création assez récente, ce qui veut dire aussi que c'est un enjeu qui est monté en puissance au fur et à mesure que l'association grandissait. C'est monté en puissance aussi parce qu'on a développé des partenariats sur ces enjeux-là. Il y a aujourd'hui un certain nombre d'associations, d'acteurs, il y a un écosystème autour des enjeux d'égalité des chances, de valorisation du service public auquel on a progressivement apporté une contribution. On a des partenaires de longue date, je me permets d'en citer quelques-uns, comme l'Accordé, comme des territoires aux grandes écoles, comme Ambition publique, comme Profil public. Donc voilà, des associations qui nous ont quelque part sensibilisés aussi à ces enjeux et qui nous ont amenés, nous, à se demander ce que l'on pouvait apporter en tant qu'attaché d'administration et ce que l'association pouvait apporter. Et je crois que le rôle de l'association là-dessus, c'est d'être essentiellement un trait d'union, une courroie de transmission quelque part entre un nombre important d'attachés qui sont prêts à donner de leur temps et de leur énergie pour aller parler de leur métier, pour aider des gens qui souhaitent préparer des concours, y compris quand ils sont assez éloignés des sphères administratives, et un besoin. Et notre rôle, c'est de faire rencontrer l'envie d'aider et le besoin. Et c'est notamment, évidemment, grâce à Virginie, l'action qu'on essaie d'entreprendre depuis environ 3 ans. D'accord. Virginie, donc 3 ans que vous êtes plus ou moins attelée à cette tâche, donc associative, hein, bien entendu, pas quotidienne ou autre. Quel type de difficultés vous rencontrez pour justement aller dans le sens que disait Laurent? Au contraire, les bonnes surprises. Ces partenariats qui naissent ou autres et qui laissent entrevoir quelque part qu'il y a une appétence, une envie de connaître vos sphères, tout simplement, professionnelles, quotidiennes, hein. Bah, les bonnes surprises sont surtout celles-là. Elles sont dans les deux sens. Qu'elles soient de la part des adhérents qui manifestent régulièrement leur envie de s'engager, mais également de la part des partenaires qui aussi sont très engagés sur des sujets comme l'égalité des chances ou la valorisation du service public au sens large. Euh, et les bonnes surprises, les bonnes surprises sont celles-là, et les difficultés, elles sont peut-être plus sur le fait voilà, de réussir. En fait, il y a une très grosse production. Enfin, il y a une Ouais. grosse production de vidéos, de podcasts, de témoignages, d'articles en tout genre. Et il faut savoir renouveler régulièrement les portraits qu'on a envie de valoriser.
C'est peut-être le plus difficile, mais majoritairement, tout le monde est quand même plutôt enclin soit à s'engager en faveur de l'égalité des chances, soit à valoriser son parcours, les IRA, parce qu'ils sont fiers d'être passés par là. Qu'est-ce que il y a une notion quand même, Laurent, je veux dire de discrétion du job quand même. Vous êtes pas là pour faire, être en permanence sur les réseaux sociaux pour évoquer, vos états d'âme ou autres. Donc, est-ce que c'est une difficulté, ça, pour assurer une communication fluide, décontractée, débraillée, entre guillemets, avec beaucoup de voilà. Je veux dire, est-ce que communiquer, ben, c'est dire un certain nombre de choses, mais est-ce que le fait, ben, voilà, on parle du ministère de l'Armée, votre RH, donc, vous l'avez dit tout à l'heure, Au Trésor. quel ministère, pardon? Direction générale du Trésor Au Trésor, ADRTL. voilà, donc, voilà, bon, on n'est pas là pour. Voilà. Est-ce que c'est une difficulté, ça? Je crois pas. Je crois que chacun sait faire la part des choses entre ses engagements associatifs et son parcours professionnel. J'ai toujours pensé d'ailleurs que si l'association voulait porter des projets utiles, des projets qui ont du sens et une valeur ajoutée, elle devait aussi avoir un côté festif, convivial, fédérateur. Je prends un exemple récent. On a organisé il y a un mois environ la 7e édition annuelle de notre gala qui a lieu à l'Hôtel de Ville de Paris, qui rassemble près de 800 personnes cette année, ce qui était un nouveau record. C'est un événement festif, c'est un événement où les gens prennent du plaisir et pour autant je pense que c'est un événement utile parce que c'est un événement qui permet à de nombreux attachés de découvrir l'association, de découvrir ensuite le reste de nos activités et qui nous permet aussi, nous, d'avoir de la visibilité. Je pense que les IRA ont un enjeu, c'est aussi d'être plus connus. Les gens connaissaient tous l'ENA, alors maintenant l'INSP. Je pense qu'ils connaissent moins les IRA. Et il y a déjà une étape préalable qui est, à mon avis, la notoriété de ces concours, avant même, j'allais dire, de donner envie de les passer. D'accord. Il y a une notion aussi qui m'a échappé, Eric Landau, qui est toujours très vigilant, me l'a rappelé, c'est la notion de solidarité. C'est-à-dire que certains de vos collègues, adhérents ou autres, rencontrent des difficultés de parcours professionnel. Moi qui n'ai pas fait beaucoup d'études, et je m'en excuse, hein, je veux dire, c'est absolument pas une gloriole, je veux dire, je me dis, mais comment est-ce possible qu'une personne qui sort de l'IRA, un moment ou un autre, rencontre une difficulté? Qu'est-ce que c'est un accul professionnel quand on sort de l'IRA, par exemple? Quels sont les cas que vous pouvez nous citer? Moi, je crois que quand on sort, je laisserai dans le soin à Virginie compléter. Quand on sort de l'IRA, on peut être confronté tout simplement à des environnements professionnels difficiles, comme quand on rejoint n'importe quelle administration, entreprise, et cetera. Des difficultés avec son manager, des difficultés avec les équipes que l'on encadre et j'allais dire au-delà même de ses compétences, au-delà même de la formation ou du bagage académique dont on dispose, c'est important dans ces moments-là de pouvoir échanger avec des personnes qui ont été confrontées aux mêmes problématiques. Et ça, c'est aussi au cœur, j'allais dire, du projet de notre association, c'est cette transmission. Et à chaque étape du parcours professionnel, parce que cette transmission, elle vaut quand on sort de l'IRA, où on est confronté à des problématiques et le fait de pouvoir parler à des anciens élèves peut être une ressource, elle est valable plus tard quand on veut évoluer professionnellement, c'est important de pouvoir parler à quelqu'un qui a passé des examens professionnels, qui a passé des concours et qui peut nous partager son expérience de cette réalité. Donc, je dirais que notre rôle en matière de solidarité, là aussi, c'est de créer du lien entre les générations, en partant aussi du principe empiriquement vérifié que quand on a soi-même été aidé, on est plus facilement enclin à aider à son tour quelques années plus tard. Virginie, sur ce point, je veux dire, voilà, on est des fonctionnaires d'État ou des fonctionnaires d'administration. Pas simple de témoigner peut-être à un moment ou à un autre une certaine lassitude, une difficulté, parce que c'est un marqueur peut-être pour la suite de sa carrière? Je ne sais pas si c'est pas simple. Alors, c'est pas simple pour certaines personnes parce que la démarche de demander de l'aide est jamais facile. Mais comme disait Laurent, en fait, c'est vrai que on peut être confronté à des situations dès la sortie d'IRA, que ce soit avec sa hiérarchie ou même au niveau personnel. On bénéficie quand on entre dans le corps des attachés d'une prime d'installation, par exemple, ou alors on a besoin d'être sûr que notre RH a bien mis le bon montant de notre indemnité mensuelle. Enfin, voilà, il y a quand même pas mal de petites questions qu'on se pose quand on arrive en poste et tout au long de la carrière, qui fait qu'à un moment donné, on a tous besoin d'aide. On a tous besoin d'aide.
Et l'association des anciens élèves des IRA, c'est un peu, c'est vraiment ce réseau professionnel qui nous permet de poser des questions voilà, sans avoir peur de le faire. On a chaque année la rentrée des IRA aussi, qui est un gros événement qui réunit, je crois, plus d'une centaine de personnes et qui permet aussi d'échanger sur ces sujets-là. Je peux donner un exemple. Une sortante d'école a trouvé un appartement à Paris tout de suite en échangeant avec une attachée qui était là pendant la soirée et qui a pu lui passer son contact pour avoir un appartement. Donc voilà, donc je pense que c'est la force du réseau, elle est là aussi. Elle est sur le fait qu'on sait qu'on appartient à un même corps et qu'en plus on a une association qui nous réunit, qui nous donne ces occasions-là. Donc je pense qu'il n'y a pas trop de pudeur à demander de l'aide. Quelle relation vous avez, Laurent, avec vos directions de ces 5 IRA? Je ne sais pas s'il y a un chapeau qui gère les 5 ou autre. Je ne connais pas l'organisation, mais avec la hiérarchie, est-ce que régulièrement le président que vous êtes, au nom de ce titre-là, vous rencontrez des directeurs d'IRA pour parler de projets communs? Alors, l'entité fêtière, un petit peu, c'est la Direction générale de l'administration et de la fonction publique. La DGAFP, on échange effectivement régulièrement avec eux sur un certain nombre d'enjeux, notamment les enjeux de promotion des concours et de valorisation du service public. Virginie contribue largement à ce dialogue qui est essentiel, puisque je crois que la DGAFP partage l'idée évoquée tout à l'heure que pour donner envie de rejoindre le service public et pour donner une autre image du service public, il faut s'appuyer sur ceux qui le font vivre. Et au travers du vivier important d'adhérents qu'on a pu constituer, on a, j'allais dire, une ressource utile pour la DGAFP dans le cadre de dispositifs de communication autour des concours des IRA notamment. On échange par ailleurs très régulièrement avec les directions des instituts régionaux d'administration sur différents aspects, notamment l'accompagnement des élèves en cours de formation, avec justement la volonté de les mettre plus facilement en relation avec les anciens élèves pour qu'ils puissent, dès le départ, j'allais dire, se projeter sur des parcours et puis avoir aussi une aide opérationnelle sur leur prise de fonction. Et aussi sur le volet pédagogique. Parce qu'évidemment, parmi les nombreux adhérents de l'association, bon nombre d'entre eux sont intéressés à l'idée ensuite de pouvoir devenir formateurs et quelque part de restituer au sein des IRA ou dans d'autres structures administratives ce qu'ils apprennent au quotidien dans leur métier, dans leurs administrations. Et donc, nous, on essaie de faire le lien entre les besoins pédagogiques des instituts régionaux et la volonté d'attachés d'administration de devenir formateurs ou intervenants dans les écoles. Elles n'ont pas fait l'IRA. Alors je dis elles, mais je devrais dire ils. Ce sont des secrétaires de mairie. On dit les secrétaires généraux de mairie maintenant, depuis l'évolution législative. Et ces secrétaires généraux de mairie ont un besoin très fort de reconnaissance professionnelle dans leur petite commune de 200, 300 habitants pour recevoir donc le public. Est-ce que quelque part, c'est ce lien commun entre des hauts postes, la fonction publique, etc., ou autre, et les petites mains de la fonction publique qui réunit tout le monde? Est-ce que ce besoin de reconnaissance sociale, vous, à l'échelle qui est le vôtre, vous le ressentez? Vous en avez besoin que l'on vous dise merci de temps en temps? Alors là-dessus, moi, la réflexion que ça m'inspire, c'est que on a au sein du corps des attachés d'administration des agents qui sont très près du terrain et qui peut-être perçoivent de façon très quotidienne l'utilité de leurs actions. Et puis on a des agents qui sont au sein de structures beaucoup plus grandes. Quand on travaille dans un ministère, c'est une structure qui peut aller de quelques milliers d'agents à près d'1 million pour le ministère de l'Éducation nationale, même plus d'1 million. Donc, quelque part, dans ce type de structure, la question du merci, elle est parfois posée différemment. Et c'est là, je pense, où le fonctionnaire bashing qu'on évoquait tout à l'heure peut s'avérer d'autant plus difficile à contrecarrer par la reconnaissance du quotidien. Parce que la reconnaissance dans une structure comme celle-là, c'est la reconnaissance éventuellement de votre hiérarchie, c'est rarement celle du public avec lequel vous êtes moins en contact. Et c'est pour ça aussi, je pense que cette question du sens, elle mérite d'être posée de façon un peu stratégique, parce que
dans une structure de plusieurs milliers de personnes, votre lien à l'utilité immédiate de votre action, il est parfois plus distendu et ça, c'est un défi permanent pour de nombreux attachés d'administration comme pour des agents d'autres corps d'ailleurs. Bien sûr. Virginie Gandouze, vous aurez le mot de la fin, je veux dire, sur ce point-là, sur ce besoin de reconnaissance ou pas, finalement. Disons qu'à mon niveau, je pense que le fait de travailler pour l'intérêt général, c'est déjà une connaissance, on va dire, personnelle quand ça fonctionne bien, quand on a la satisfaction du travail bien fait. Et puis après, les managers ont différents leviers pour reconnaître notre travail et chacun y trouve un peu midi à sa porte, que ce soit par une souplesse dans l'organisation du travail ou que ce soit par une prime peut-être en fin d'année, un complément indemnitaire. D'accord, très bien. Mais écoutez, merci beaucoup Virginie Gandouze et Laurent Borgna. Et puis je suis sûr que sur le blog d'Éric Landau, on retrouvera régulièrement des petites infos concernant ce partenariat qui se met en place entre vos deux institutions. Merci et merci à vous. Merci à tous. Merci Au revoir. beaucoup.